20 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Sur l'estuaire de la Gironde, un phénomène naturel aussi rare que spectaculaire. Ce sont les grandes marées. Une série de vagues remonte la Garonne. C'est le rêve de tous les surfeurs et cela s'appelle le mascaret. 700 mètres au-dessus d'eux, voici Véronique Villano. Elle est architecte. Et pour elle, aujourd'hui, le spectacle est total. Car pour la première fois, un peu plus en aval, elle va pouvoir photographier l'objet de sa passion, le verrou de Blaye, qui va bientôt être restauré. On arrive à un lieu unique, un lieu magique, un lieu totalement méconnu, mis en œuvre par Vauban. Il est unique parce qu'il est constitué de 3 fortifications. Un triptyque de pierre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici, rive droite, la citadelle de Blaye et ses remparts. Rive gauche, voici ce qu'il reste d'un fort, appelé Fort Médoc. Et au milieu de la Garonne, le 3e fort, le Fort Patay. Un verrou architectural qui permet de réaliser des tirs croisés de part et d'autre du fleuve. L'objectif, fermer l'estuaire de la Gironde aux Espagnols, aux Hollandais, aux Anglais, qui assaillent sans répit les côtes françaises. L'homme à qui l'on doit ce verrou unique au monde, c'est lui, Vauban. L'architecte et l'ingénieur de Louis XIV. Pendant plus d'un siècle, ce sont ces forteresses qui vont protéger la France, et en particulier, le verrou de Blaye. La pièce maîtresse du verrou, c'est la citadelle. 3,5 km de rempart. Une œuvre qui fascine Véronique Villano. Quand on voit l'œuvre de Vauban, et notamment sur le verrou, on voit que c'est vraiment un homme de terrain, un homme de bon sens, qui cherche à arriver rapidement à ses fins, à savoir protéger le territoire, empêcher l'ennemi d'entrer, c'est sauver la vie des hommes, c'est impressionner l'ennemi pour qu'il ne revienne pas. Impressionner l'ennemi, mais pas à n'importe quel prix. Vauban est économe. Il est économe car sur chaque site, il cherche à s'adapter. Ici, sur la citadelle de Blaye, dans la mesure du possible, il cherche à se servir de la roche existante pour éviter la construction de fondations. Il propose des solutions différentes à chaque fois en fonction de la région. Grâce à l'ingéniosité de Vauban, la citadelle est construite en 4 ans seulement. Aujourd'hui, première étape de la remise en beauté. Marc et Olivier sont élagueurs. Un peu alpinistes aussi. Aujourd'hui, ils travaillent à plus de 20 mètres du sol. Les racines s'insinuent entre les joints, entre les fissures. L'action du gel là-dessus, les pierres éclatent et les pierres tombent ensuite. Là, c'est flagrant, justement. On voit qu'elle pousse sur les pierres et qu'elle est en train de les décoller. Voilà, le bout de joint qui tombe. Un travail délicat, mais aussi potentiellement dangereux. À tout instant, une pierre peut se décrocher. Bijou méconnu de notre architecture militaire, la citadelle va donc bientôt retrouver sa splendeur passée. Au milieu de la Garonne, le Fort Patay, lui, n'est pas à la charge de l'État français. C'est la famille de Madeleine Bunel qui en est propriétaire. Ce fort,
Son père l'a acheté à l'État, il y a 60 ans. Madeleine se souvient de trajets rocambolesques. Mon père avait une yole, qui est un bateau en bois, qui est très fréquent sur l'estuaire de la Gironde. Alors souvent, le moteur s'arrêtait. Mon père trafiquait le moteur. Pendant ce temps-là, il nous mettait à la rame pour essayer au moins de maintenir le trajet, de ne pas repartir avec le courant. Enfin, voilà. Voilà. On arrive. Sur place, Madeleine retrouve son frère Jacques. Et comme le veut la tradition familiale, les Bunel s'apprêtent à faire un pique-nique dans leur propriété. Véronique, amie de la famille, est l'une des rares personnes à avoir la chance de se rendre sur l'île. Voilà Véronique. Alors là, vous apercevez donc le fort. Le fameux fort Pâté, Le fameux fort, voilà. l'ancêtre de Fort Boyard. Impressionnant, hein, Voilà. cette tour qui surgit Oui. d'un banc de sable. Oui. Les Bunel assument donc seuls l'entretien de ce monument. Ici, le confort est des plus succincts. Pas d'eau, ni d'électricité. On y va, Madeleine? Voilà. Allez, passez devant. Au rez-de-chaussée, 2 galeries en demi-lune enserrent ce qui était alors l'endroit le plus stratégique du fort et qui se devait d'être imprenable. On va arriver vers l'entrée de la salle des poudres. Dans les constructions de Vauban, c'est une des seules où à l'intérieur, on a la salle des poudres. Alors que normalement, les poudres étaient entreposées à l'extérieur de là où était la troupe et où on tirait. Donc là, il a fallu faire quelque chose qui soit absolument, si vous voulez, sans risque d'être attaqué, sans risque d'être bombardé, et de manière à ce que ça n'explose pas, parce que sinon c'était tout le fort qui était par terre. L'architecture de Vauban, c'est une architecture utile, une architecture sobre, une architecture solide et une architecture qu'on qualifierait aujourd'hui de durable. Mais le vrai lieu de vie des propriétaires, c'est la plateforme. Voilà. Et donc ici, on est sur le perron, on est face à la vigie sud. C'est donc ici, dans cet espace pour le moins spartiate, que la famille Bunel venait passer ses vacances. Bien, mais écoutez, je prends nos habitudes. Quand nous arrivions donc en période d'hiver ou avec des ciels gris comme aujourd'hui, on a mis une petite flambée de manière à se réchauffer. Ici, nous sommes douillés pour nous sécher. Voilà. Madeleine conserve précieusement l'affiche de la vente aux enchères de ce fort. C'était il y a 60 ans et l'on payait toujours en anciens francs. Madeleine et son frère s'en souviennent encore. Annonçant la vente. Ce jour-là, il est allé voir ces enchères-là. Il a proposé de le prendre pour la mise à prix. Et puis je sais que le commissaire, il a dit mais vous ne pouvez pas l'avoir juste pour la mise à prix parce qu'il n'y a personne qui en voulait. Ah, mais il faut porter une enchère. Il Il a dit porter une première enchère. il faut toujours, surenchérir. Alors il a mis Non, 100 francs. Il a mis 100, oui. 100 francs. Et il a acheté 600 000, 100 francs. Mhm. Voilà. Et puis après, ça a apparu dans les journaux. Et vous en avez parlé après en rentrant le soir à la maison? Non, non, pas du tout. On l'a su par le sud-ouest. C'est la voisine qui nous a dit « Oh, mais M. Bunel a acheté, regardez le sud-ouest. » Ah bon? Ça va pas. Mais aujourd'hui, le fort souffre des assauts du temps. Et chaque fois que les Bunel s'y retrouvent le temps d'un pique-nique, ils regrettent de ne pouvoir faire plus. Et vous ressentez quoi maintenant quand vous vous retrouvez aujourd'hui en train de partager un pique-nique? Maintenant, on réalise que c'est une mission impossible.
à notre échelle. Donc idéalement, il faudrait Voilà. quoi en fait pour sauver un endroit pareil? Quelqu'un qui veut y consacrer beaucoup d'argent, je pense. Donc il faudrait un passionné comme votre papa pour... Voilà, un passionné, mais qui ait plus de fonds que nous n'en avons eu pour pouvoir y investir davantage. Oui, c'est certain. Aujourd'hui, perdu au milieu des flots, Fort Pâté attend un mécène qui viendra le sauver. Direction Paris à présent, où se trouve un autre chef-d'œuvre. Et celui-là est particulièrement célèbre, c'est Notre-Dame de Paris. Un grand chantier de restauration va bientôt débuter sur la cathédrale. Car conserver Notre-Dame, c'est aujourd'hui une priorité pour la France. « 7h30, Notre-Dame se réveille. C'est l'heure préférée de Joachim, le gardien, né à Pondichéry. Depuis 20 ans, Notre-Dame, c'est sa deuxième maison. Derniers instants de tranquillité avant l'arrivée des 50 000 visiteurs quotidiens. Vous savez combien elles pèsent, ces portes? Voilà, je crois qu'au moins une tonne. Des portes d'une tonne, il y en a une dizaine à ouvrir le matin, avant la première messe de 8 heures. Comment vous vous y retrouvez dans toutes vos clés là? Ah, c'est avec l'expérience. Et vous avez combien de temps pour les ouvrir? Et ça dure à peu près au moins une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Bonjour, messieurs, dames. Entrez. Bonjour. Aujourd'hui, Notre-Dame reçoit un visiteur qui la connaît très bien. Bonjour Joachim, C'est bien. ça va bien? Tout va bien, c'est bon. Ils ont pris les clés ce matin pour le chantier. Donc, Parfait. Bon, bonne journée. merci vous aussi, à tout Au à l'heure. revoir. Benjamin Mouton est architecte en chef. Et il s'apprête à restaurer les restaurations de son illustre prédécesseur, Viollet-le-Duc. C'est en effet à cet autre bâtisseur de l'histoire que l'on doit le sauvetage de Notre-Dame. Au XIXe siècle, la cathédrale est tellement délabrée que l'on veut la raser. Le roman de Victor Hugo va en relancer la mode. Viollet-le-Duc est alors chargé de la sauver, in extremis. Son rêve, c'est de redessiner totalement la cathédrale. Le projet n'aboutira pas, mais Viollet-le-Duc va néanmoins y laisser sa patte. Direction 55 mètres au-dessus du sol. Benjamin Mouton doit ausculter les crêtes décoratives, rajoutées par Viollet-le-Duc. Et le constat est sans appel. Bonjour. Monsieur Mouton, bonjour. Alors on a commencé à faire un essai de levage sur une des premières crêtes. Ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup de corrosion là. C'est du fer oxydé qui s'est désagrégé. Et regardez, cet élément-là, qui est l'épaulement pour éviter que l'épine, que la crête ne se déforme par là, il est cassé ici. Il est cassé là. Ça vous montre le degré d'altération dans lequel se trouvent ces éléments-là. Le risque majeur, c'est bien sûr la chute. Ces crêtes pèsent 300 kilos, alors on peut imaginer le pire. Il y a urgence. Urgence car Notre-Dame, c'est 14 millions de visiteurs et plus de 2000 messes tous les ans.
Ouverte 7 jours sur 7, la vie ne s'y arrête jamais ou presque. Ce matin, alors que les fidèles se recueillent, au-dessus de leur tête, l'opération de sauvetage des crêtes débute. Plus de 8 tonnes de plomb sont descendues en moins de 2 heures. Une opération exceptionnelle qui a nécessité la mise en place d'un ascenseur. Aujourd'hui, les crêtes partent à 250 km de là, en Lorraine, pour une cure de jouvence. Direction à présent, la charpente. Un gigantesque mécano qui a nécessité lors de sa construction au Moyen-Âge plus de 1300 arbres, soit 21 hectares de forêt. Une charpente qui, elle, résiste à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, elle soutient le grand œuvre de Viollet-le-Duc. La flèche, qu'il a rajoutée au XIXe siècle. Il y avait une flèche qui existait avant, qui avait été construite au début du XIIIe siècle, au moment où on commençait à construire la nef, et qui a été démolie en 1793. Mais pas pour des raisons révolutionnaires, simplement parce qu'elle était en mauvais état. Et Viollet-le-Duc l'a reconstruite. La seule chose, c'est que la flèche initiale montait à 33 mètres au-dessus des fêtages, et lui, il la monte jusqu'à 45 mètres. Donc, il se donne un avantage supplémentaire de pouvoir la mettre, comme il dit, davantage à l'échelle de l'édifice. Et c'est vrai que là, son côté esthète, son côté architecte-créateur vient un petit peu par-dessus l'architecte-archéologue. Un rajout ambitieux, car non seulement la flèche modifie profondément la silhouette de la cathédrale, mais elle rajoute 750 tonnes de plus sur la charpente. Viollet-le-Duc est tellement fier de sa flèche qu'il y appose sur le bas sa signature, son autoportrait en Saint Thomas. Passionné par le Moyen-Âge, il va encore plus loin et rajoute tout un bestiaire fantasmagorique sur le haut du monument. Un bestiaire sans qui Notre-Dame ne serait pas tout à fait Notre-Dame. Quelques semaines plus tard, à Jarny, en Lorraine, dans l'atelier de restauration, on s'apprête à fabriquer un prototype pour remplacer les crêtes endommagées. Voilà, donc le métal est prêt à couler. C'est superbe, hein. Ah, cette couleur. Ah, ce que c'est beau. Ça descend. Pas de droit à l'erreur, car le plomb est chauffé à plus de 350 degrés. Voilà. Monte un peu. En avant. Un peu en avant. On ne bouge plus. Le principe est simple. Couler du plomb dans un moule, fabriqué à partir des crêtes d'origine. Vous voyez, l'entonnoir est plein, c'est bon, c'est bon. Donc on a utilisé 200 kg environ. Ah oui. 20 minutes plus tard, voici le résultat. Encore bien chaud, hein. Ah. C'est un objet magnifique, hein.
C'est superbe. Mais la couleur est très différente quand même. Hein. Parce que Là, c'est le plomb pur, il n'est pas oxydé. Il n'y a pas encore eu d'oxydation. Il n'est pas Mais oxydé. dans Et une puis, journée, c'est merveilleux de voir le métal brillant comme ça. ouais. Il y a un côté précieux. Surtout que le reflet du plomb est un reflet très doux. 80% des crêtes de Viollet-le-Duc vont ainsi être fondues. Elles seront ensuite refaçonnées à l'identique. Retour à Notre-Dame. En attendant la repose des crêtes, la remise en beauté de la cathédrale se poursuit. Et cette fois, c'est Stéphane, le sacristain général, qui est aux commandes. C'est le jour de la révision des cloches. Aujourd'hui, les cloches sont activées mécaniquement. Mais jusqu'à l'invention de l'électricité, il fallait se servir de ses jambes. Dans les temps lointains, on recrutait les mendiants. Alors, on leur donnait un bon coup à boire ou on leur promettait, ça leur donnait du cœur à l'ouvrage. Et on leur faisait sonner les cloches. C'est eux qui montaient ici et qui sonnaient les cloches. Et c'est pour ça qu'on les a appelés à la suite des clochards. Mais le vrai trésor de Notre-Dame se trouve dans la tour nord. C'est le bourdon. Il pèse 13 tonnes et a été commandé par Louis XIV. Il est connu comme le plus beau d'Europe. On lui a même donné un prénom. Emmanuel, Dieu avec nous. Ouais, la seule cloche de la cathédrale qui sonne juste. Et c'est la seule cloche qui a été rescapée des massacres de la Révolution. Parce que trop lourde, ils n'ont pas pu la déplacer, Dieu merci. Et on a pu la conserver jusqu'à nos jours. C'est en effet la seule cloche de Notre-Dame à ne pas avoir été fondue pour en faire des canons. D'une sonorité très solennelle, elle ne résonne que pour les grands événements de la vie française. Début novembre, retour sur les échafaudages de la cathédrale. Aujourd'hui débute la repose des crêtes. Bonjour, ça va? Benjamin Mouton découvre la première copie. Et le résultat semble à la hauteur du travail de Viollet-le-Duc. Il y a un peu de l'esprit de Viollet-le-Duc qui persiste. C'est plus que l'esprit. Je suis sûr qu'il doit se balader le soir sur les échafaudages quand on est parti en se disant « Voyons, est-ce qu'il travaille bien ?» Fin du chantier dans 6 mois. Dans la capitale, un peu plus loin, un autre monument s'apprête à être restauré. Il s'agit de l'Opéra. En 1860, Napoléon III lance un concours. Viollet-le-Duc est favori, mais c'est un inconnu qui l'emporte, Charles Garnier. Et c'est son premier grand chantier. Avec ce bâtiment, Garnier inscrit son nom au panthéon des bâtisseurs de l'histoire. La façade de son grand œuvre a retrouvé récemment sa splendeur d'origine, grâce à Alain-Charles Perrault. La restauration de cette façade a commencé en 2001. On s'est évertué à retrouver ce qu'avait conçu Charles Garnier.
Il voulait une façade avec un air de fête, beaucoup de couleurs, tout un jeu de dorures qui avait disparu. Cette façade était devenue totalement grise. Les sculptures avaient perdu leurs bras, il y avait beaucoup de pierres brisées, les marbres avaient perdu leur couleur. On a fait un travail qui permet de voir aujourd'hui la façade comme quelque chose, une sorte de joyau au milieu de Paris, alors qu'en fait c'était avant plutôt un morceau de charbon. Aujourd'hui, c'est la façade ouest qui est à son tour l'objet de toutes les attentions. Une façade à l'histoire un peu particulière. Donc nous sommes ici dans la rampe de l'empereur. Lorsque Napoléon III a voulu l'opéra, ce nouvel opéra, c'était aussi pour des raisons de sécurité. Et cette rampe permettait aux carrosses de l'empereur d'accéder et de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Il n'y avait pas de porte à cet endroit-là. Et l'empereur pouvait accéder directement à sa loge, donc dans la salle, sans avoir à traverser le peuple et le public. Il était totalement à l'abri. Malheureusement pour lui, il n'a jamais pu en profiter puisque l'opéra a été ouvert bien après la chute de l'Empire et que donc Napoléon III n'était plus là. Des rampes peu utilisées, mais un bâtiment néanmoins qui souffre des affres du temps. Vous voyez, il y a une pierre qui est cassée, qui menace la structure parce que cette pierre venait reprendre les clés du linteau. Donc en fait, il faut reprendre tout ça. Vous avez les cannelures des pilastres qui sont épeauffrés à cause du climat, de la pollution, etc. Et puis, encore au-dessus, vous avez les filets qui empêchent les pierres des corniches et des frontons de tomber sur le public. L'intérieur a mieux résisté au temps, comme son grand escalier. Un escalier copié, recopié, de Washington à Rio. En 1874, quand le rideau se lève pour la première fois dans cette salle, Garnier n'est pas invité. Symbole d'un second empire honni, il doit payer sa place. Mais le public conquis le fait sortir par la grande porte. C'est un triomphe. La bonne société reste cependant déroutée par ce grand foyer. Un lieu jusque-là uniquement réservé aux hommes. Charles Garnier était très lié à sa femme et il pensait que le grand foyer devait être un lieu de rencontre, un lieu de bonheur, et donc bien sûr avec des femmes. Et donc lorsque l'opéra a ouvert ses portes, lors de la première représentation, toutes les femmes de la représentation se sont levées et sont venues se promener dans le grand foyer, à tel point que les journaux conservateurs étaient tellement émus le lendemain qu'ils ont dit que si les femmes commençaient à être là, c'était vraiment la décadence de la société française. Décadent, pompeux, très vite la société française perd le goût des dorures de Garnier. On va tout faire pour les oublier. L'opéra Garnier a, pendant, je dirais, les 60 premières années du XXe siècle, été mal aimé. Il était considéré comme une sorte de gâteau d'anniversaire très lourd, très moche en fait. Et donc, les architectes essayaient d'éteindre les décors. Et donc, ils avaient revêtu les dorures avec des patines très brunes. Et toutes les couleurs avaient été recouvertes d'une peinture marron. Les rideaux avaient été retirés, les meubles aussi. Enfin, il y avait une sorte d'unité, si on peut dire, mais une unité dans une tristesse et la négation de ce que voulait Garnier. De l'époque de Garnier, il reste un bijou, fermé au public et totalement préservé. C'est le foyer de la danse, où répètent les ballerines. À l'époque, seuls les abonnés étaient autorisés à y pénétrer. Les plus fortunés entretenaient certaines de ces ballerines. La langue française en a gardé un souvenir, s'offrir une danseuse. C'était un lieu qui était très fermé, très intime, très réservé, et qu'il est resté. C'est pour ça d'ailleurs que son état est tout à fait remarquable. Il garde aussi bien ses peintures que ses dorures d'origine. D'ailleurs, s'il était restauré, ça serait simplement un simple nettoyage, parce que les choses n'ont pas changé. Les couleurs n'ont pas changé, rien n'a changé.
Restauré, protégé, sauvegardé. Aujourd'hui, l'Opéra Garnier rayonne plus que jamais sur Paris. Comme la citadelle de Blaye ou Notre-Dame, il reste ainsi le témoin des rêves les plus fous de tous ces bâtisseurs de notre histoire.